CEO, entrepreneur, born in 1964, Jeffrey Bezos. Come on, Jeffrey, you can do it. Pave the way, put your back into it. Tell us why, show us how. Look at where you came from, look at you now. Zuckerberg and Gates and Buffett, amateurs can fucking suck it. Fuck their wives, drink their blood. Come on, Jeff, get 'em! Chers amis traders, bonjour ou bonsoir selon quand vous regardez la vidéo, c'est Tonio pour la chaîne YouTube spécialisée dans le trading Road to Wall Street. Pensez à vous abonner, activer la cloche des notifications, je spamme pas les gens de vidéo, si vous recevez une notification, c'est que la vidéo que je viens de sortir, c'est un banger caché les amis. Donc le banger du jour s'intitule Footprint et Order Flow. Donc au sujet de cette jeune vidéo qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, c'est quoi l'Order Flow? Sujet numéro 1. Sujet numéro 2. C'est quoi un footprint? Sujet numéro 3. Comment paramétrer un footprint? Sujet numéro 4. Comment lire un footprint? Sujet numéro 5. Les imbalances et la technique de base. Sujet numéro 6. Delta et nœud de volume. Sujet numéro 7. Problématique du footprint. Je pense qu'avec ça, vous aurez à peu près des armes pour pouvoir comprendre les techniques liées au footprint. Alors deux petites choses avant de commencer la vidéo. Avant de commencer la vidéo, je voulais déjà vous dire que la première vidéo que j'ai sortie sur cette chaîne, qui s'intitule Comment se créer un prix de marché, est un prérequis à la compréhension de cette vidéo. D'accord? Si vous ne savez pas comment marche un carnet d'ordre, vous ne comprendrez pas. Donc il va falloir que vous regardiez cette précédente vidéo qui à mon sens est la base du trading. Voilà, donc si vous voulez aller y jeter un coup d'œil avant de regarder celle-là, c'est ce que je vous conseille de faire. Et je vous rappelle rapidement aussi que cette vidéo n'est pas destinée à vous donner une méthode simple, claire, nette, précise à laquelle vous allez pouvoir vous référer pour trader, etc. Non, c'est là pour vous aider à comprendre les principes, les outils, les techniques, etc. Et après, vous ferez votre cuisine vous-même. D'accord? C'est des vidéos éducatives, c'est pas du conseil financier ou du conseil en investissement. Ok? Donc tout ce que je vous dis, c'est juste à but éducatif et après, c'est à vous de vous démerder avec ce que je vous donne en notion éducative pour en tirer des conclusions financières, oui ou non. D'accord? Ça, après, c'est entre guillemets plus mon problème. Bon, partie 1, définition de l'order flow. Alors là, c'est un peu particulier parce que chacun a peut-être sa définition. Enfin, chacun a sa définition, oui, clairement. Quand on voit ce qui se passe sur YouTube, chacun a clairement sa définition. Donc, à mon sens, qu'est-ce que c'est? Déjà, on va faire une traduction française. Order, ordre. Flow, flux. Donc, le flux des ordres. Ok, donc ça consiste à suivre le flux des ordres. Donc, comment est-ce qu'on fait pour suivre le flux des ordres? Eh bien, on va essayer d'avoir l'image la plus précise possible d'une enchère. Moi, personnellement, je ne pense pas que les bougies japonaises soient des outils qui offrent suffisamment d'informations pour pouvoir éventuellement faire de l'order flow. Souvent sur YouTube, on va vous parler d'order flow sans même vous expliquer les outils liés à l'order flow. Donc les principaux outils liés à l'order flow, ce sont Lightmap, qui est une interprétation du carnet d'ordre, le tape et le footprint, qui est une interprétation du tape. Donc ces outils-là sont des outils qui vont nous permettre d'avoir plus d'informations que dans des bougies japonaises, d'accord? Parce qu'on va essayer de rentrer à l'intérieur des bougies pour savoir exactement ce qui s'y passe. Donc, à mon sens, l'order flow, ça nécessite la compréhension et l'appréhension de ces outils-là. Donc, idéalement, à mon sens, selon ma définition, pour faire de l'order flow, on voudrait savoir ce qui se passe à l'intérieur des bougies, et c'est exactement ce que va nous permettre de faire le footprint. Parce que grâce à cet outil, on va pouvoir connaître exactement l'interaction entre le bid et le ask en classant les vendeurs et les acheteurs par ligne de prix selon des paramètres qu'on va pouvoir définir pour afficher différents types de footprint. D'accord? Bon bah c'est parti, on passe à la partie 2. Alors partie 2, c'est quoi un footprint? Donc ici vous avez un graphique 5 minutes, donc un graphique en bougie japonaise de 5 minutes. Ici vous avez un footprint qui m'indique le volume et les deltas. Et ici vous avez un autre footprint qui lui est aussi sur du 5 minutes et qui lui va m'afficher tout simplement le volume qui est traité à l'ask et le volume qui est traité au bid en me les séparant chacun dans une colonne, d'accord, de sorte à ce que je puisse faire des comparaisons. Ok? Donc, traduction, ça,
Et ça, c'est la même chose, d'accord? Vous voyez le même chart, 5 minutes, sauf que je l'affiche de façon différente pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur, ok? Donc, le principe du footprint, c'est quoi? C'est juste d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de vos bougies ou de vos graphiques, d'accord? Donc on regarde qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des bougies et c'est ça la technique du footprint. La technique du footprint, ça consiste juste à analyser ligne par ligne comment est-ce que le volume ou les transactions sont réparties dans les bougies que vous souhaitez analyser. D'accord? Donc la technique du footprint, c'est juste ça. Ok, partie 3, comment paramétrer un footprint. Et partie 4, comment lire un footprint. On va probablement mixer un peu les deux, ça sera plus ludique pour vous au niveau de la vidéo. Donc c'est parti, comment paramétrer un footprint. Donc vous avez plusieurs choses à prendre en compte pour paramétrer un footprint. Basiquement, vous avez deux principaux paramètres. Vous avez le type de graphique que vous souhaitez regarder en footprint. Parce que comme je viens de vous l'expliquer, vous pouvez regarder le footprint de n'importe quel graphique, d'accord? Que ça soit du 5 minutes, que ça soit du 1 minute, que ça soit du 30 secondes, que ça soit du 2 heures, que ça soit un graphique qui est basé sur du volume, par exemple tous les 5000 volumes, vous avez une nouvelle bougie, ou que ça soit un graphique basé sur les réversaltiques, que ça soit un graphique basé sur du range per bar, que ce soit un graphique, peu importe, d'accord, le type de graphique, vous pouvez regarder ce qui se passe à l'intérieur. Donc la première chose que vous devez paramétrer, le tout premier truc que vous devez paramétrer, c'est votre type de graphique, d'accord? Donc vous choisissez la période du graphique, c'est très important, la période du graphique et le type de graphique. Donc parce que sur chaque graphique, ça va vous donner des footprints différents, d'accord? Donc ici, on est sur du 5 minutes, tout ça là, c'est du 5 minutes, et ça par exemple, c'est du reversal 5 ticks. Donc ça, c'est la première catégorie des paramètres, c'est la période. Deuxième catégorie des paramètres, ça va être ce que vous allez vouloir regarder à l'intérieur de vos bougies. Ok, donc quel type de footprint vous allez vouloir afficher. Par exemple, ici, j'ai un footprint qui va me donner le volume total traité, qui va se colorier soit en gris s'il est positif, soit en rouge si le delta est négatif. Et vous allez voir à côté un volume profile des deltas, d'accord, avec les deltas qui sont ici indiqués et qui me permettent de savoir si les deltas par ligne sont positifs ou sont négatifs. C'est comme des mini volume profile, si vous voulez. Là, si vous voulez, j'ai des mini volume profile de 5 minutes qui s'affichent à chaque fois pour une période donnée, d'accord? Mais je pourrais changer la période donnée et je pourrais également changer la façon d'afficher l'intérieur du graphique, d'accord? Donc ici, c'est pour voir les volumes et les deltas. Et ici, vous voyez que l'affichage est différent. Je vais zoomer un petit peu peut-être pour ceux qui sont sur, je sais pas, sur des appareils où vous voyez peut-être moins bien. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Donc vous voyez là, dans cette bougie par exemple, on a à gauche, on a le volume qui a été traité agressivement par les vendeurs sur les liquidités des acheteurs. Et à droite, le volume qui a été traité agressivement par les acheteurs sur les liquidités des vendeurs. D'accord? Et ça se classe par ligne de prix comme je vous ai expliqué. Donc ça c'est le premier type des deuxièmes paramètres. Ok, donc premier paramètre c'était la période et deuxième paramètre c'est comment est-ce que vous allez vouloir afficher l'intérieur de votre footprint. Donc le type de footprint. Donc ici vous aviez le footprint delta et ici vous avez le footprint qui est plus un espèce de split profile qui va me permettre de voir les imbalances, etc. Mais ça on va en parler tout à l'heure. Donc vous pouvez choisir exactement les nombres que vous voulez voir ici, enfin la façon dont vous voulez afficher les nombres qui sont ici, d'accord? Et vous pouvez également choisir le type de background. Donc ici le background c'est un volume profile split, donc qui va m'afficher un volume profile pour le bid et un volume profile pour l'ask en me mettant en évidence s'il y a plus de contrats traités au bid ou plus de contrats traités à l'ask, d'accord? Vous le voyez assez bien, c'est assez parlant. Et donc en affichant le volume bid et le volume ask, je peux faire une comparaison sur la diagonale
du volume traité. Donc vous savez qu'un prix se traite toujours comme ça, avec deux prix, le meilleur prix acheteur, le meilleur prix vendeur. Et en règle générale, quand il n'y a pas de spread, sur le S&P c'est très rare qu'il y ait du spread. Donc comme il n'y a pas de spread, les transactions se font comme ça, d'accord, entre lui et lui, entre lui et lui, ou bien entre lui et lui et lui, ok. C'est jamais sur la même ligne de prix, c'est toujours une ligne de prix contre une autre ligne de prix, donc toujours comme ça en diagonale, d'accord. Donc vous pouvez essayer de voir des déséquilibres sur les diagonales, c'est ce que les gens appellent des imbalances et on en parlera plus tard, d'accord. Donc vous pouvez changer le type de graphique au niveau de la période, après vous pouvez choisir les valeurs que vous allez vouloir afficher et après vous allez pouvoir choisir le type de background, donc d'arrière-plan que vous allez vouloir afficher. Je vais prendre encore une minute pour vous montrer ça rapidement via clic droit Studies, Study Number Bar. Ok, ici c'est le Bitvol AskVol. Je suis sur la plateforme Sierra Chart pour ceux qui se demanderaient. Donc j'aurais très bien pu afficher l'AskVol, Bitvol différence, donc directement voir la différence. J'aurais très bien pu afficher le volume total, j'aurais pu afficher les nombres de trades, j'aurais pu afficher Bitvol, AskVol, c'est ce que je suis en train d'afficher. J'aurais pu afficher juste le côté qui a la dominance au niveau de pourcentage du volume et j'aurais pu afficher juste la différence des diagonales directement, d'accord? J'aurais pu également au niveau du background, d'accord, donc de l'arrière-plan, on peut également choisir tout plein d'arrière-plans différents qui pourront nous donner des informations différentes et qu'on pourra utiliser de façon variée, d'accord? Donc il n'y a pas un type de footprint, il n'y a pas une chose à faire, il y a des dizaines de footprints et étant donné il y a déjà des milliers de graphiques possibles en fonction des périodes, donc à partir du moment où où vous ajoutez d'autres facteurs, vous multipliez encore le nombre de possibilités et donc vous imaginez bien que il y a entre guillemets presque une infinité de footprints possibles et imaginables. Ok? Bon, voilà pour le paramétrage. On va passer à la suite avec la lecture des footprints. Donc, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on lit des footprints. Bon, donc sur la lecture du footprint, il y a deux choses que vous devez savoir lire. Bah, c'est très simple, hein. C'est savoir lire la période que vous prenez en compte et savoir lire la façon dont vous voulez afficher les nombres à l'intérieur de votre footprint. D'accord? Donc sur celui-là, par exemple, c'est très simple. Je vous ai expliqué tout à l'heure, hein. Le volume qui est classé ici, c'est le volume qui a été traité agressivement par les acheteurs sur les liquidités des vendeurs. Et le volume qui est classé ici, c'est le volume qui a été traité agressivement par les vendeurs sur les liquidités des acheteurs. Ok? Donc tout simplement, c'est la traduction des ordres market. D'accord? Les ordres market sont classés ici. Pour celui-là, par exemple, ce que vous allez pouvoir lire, ce sont des volumes profile qui sont faits pour des périodes de 5 minutes. Donc à chaque fois que vous voyez ici, là, le volume qui est ici, c'est le volume profile pour la dernière période de 5 minutes. Et à gauche, c'est le volume profile des deltas correspondant à cette même période. D'accord? Mais comme je vous ai expliqué, des façons d'afficher des footprints, il y en a beaucoup et ces deux façons de lire, ce ne sont pas les deux seules façons de lire, ça dépend de ce que vous allez afficher. D'accord? Vous lisez en fonction de ce que vous voulez voir. Ok? Maintenant, dans la période, vous allez me dire oui, sur 5 minutes, c'est facile parce que là, les bougies à chaque fois, c'est 5 minutes. Mais sur par exemple du reversal 5 ticks, c'est un petit peu particulier, d'accord? Donc là, les marchés sont fermés, mais je vais vous passer un petit extrait de quand les marchés étaient ouverts pour vous expliquer comment est-ce qu'on lit un graphique en reversal 5 ticks. Là, je vais vous passer cette petite vidéo, ça va vous aider, je pense. Donc là, vous voyez, là, à chaque fois qu'on a 5 ticks qui se font dans le sens inverse de la tendance précédente, on a une nouvelle bougie, ok? D'accord? Donc ici, par exemple, ça baisse, ça remonte, clac, nouvelle bougie. Ça remonte, ça rebaisse de 5 ticks, clac, nouvelle bougie. Ça baisse, ça remonte à l'inverse de 5 ticks, clac, nouvelle bougie, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok, donc à chaque fois qu'on crée une nouvelle bougie, ça veut dire qu'on a eu un retracement dans le sens inverse du mouvement de 5 ticks. Donc par exemple ici, si on veut une nouvelle bougie, il faut qu'il y ait un retracement de 5 ticks. Vous le voyez ici, là on le voit, 1, 2, 3, 4, 5. On est redescendu 1, 2, 3, 4, 5. Boum, nouvelle bougie. Ok? Donc ici, c'est une baissière. Donc là, à partir du moment où on aura 5 ticks à la hausse, on aura une nouvelle bougie. Ok?
parce que là c'est une baissière. Donc là par exemple, là si on remonte tout de suite et qu'on arrive ici, on aura une nouvelle bougie qui va se faire. On va juste regarder ça ensemble, comme ça vous allez pouvoir comprendre. Hop, nouvelle bougie, d'accord? Bon, chers amis traders, on passe à la partie sur les imbalances. Alors j'en ai déjà parlé un tout petit peu. Globalement, c'est la chose la plus commune et la plus partagée. C'est bien souvent même la raison pour laquelle la plupart des gens affichent un footprint sur leurs écrans. Donc on va quand même en parler un peu parce que ça me semble être quelque chose qui est intéressant et qui en tout cas fait beaucoup parler. Alors premièrement, une imbalance, c'est quoi? Eh ben c'est assez simple, ça veut tout simplement dire un déséquilibre en français. Donc un déséquilibre entre deux volumes, d'accord? Donc les marchés bougeant via la mécanique de prix best ask, best bid versus les market orders qui vont constituer la pression face aux liquidités qui vont être classées dans la colonne ask et dans la colonne bid. Donc comme expliqué dans ma précédente vidéo, que je vous incite à aller voir si à l'instant je viens de vous parler chinois, on considère donc souvent que l'interaction à analyser est la diagonale des valeurs, et c'est donc sur les diagonales que l'on peut éventuellement chercher des déséquilibres. Ceci dit, une question arrive assez vite, qui est la question de la quantification du déséquilibre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la quantification du déséquilibre? Bah, c'est très simple. Qu'est-ce que l'on considère être un déséquilibre significatif? Est-ce que ça va être une variation entre les diagonales de l'ordre de 200%, de l'ordre de 300%, de l'ordre de 500%, que sais-je? En réalité, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question, et chaque interprétation est assez subjective. Donc en bref, le concept revient juste à analyser des déséquilibres sur le volume traité, et souvent d'ailleurs sur le volume récemment traité. Donc les déséquilibres sont plus ou moins relatifs, ou du moins relativisables. Pour simplifier au maximum, vraiment du maximum, une imbalance, c'est quoi? C'est on te surligne un endroit sur ton graphique et on te dit ici, mon pote, c'est déséquilibré selon les pourcentages que tu as choisis. D'accord? Donc soit c'est 200%, soit c'est 400, soit c'est... Enfin bref, tu fais ce que tu veux. Ça te dit juste ici, mon pote, c'est déséquilibré. Ce sont les paramètres que tu as choisis. Donc au niveau de la longueur du graphique, du type de graphique affiché, du type de footprint affiché, ainsi que du pourcentage sélectionné. Donc, tous ces paramètres vont constituer certaines des limites de l'utilisation du footprint. Donc à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer vraiment toutes les problématiques et quelles sont les limites de l'outil footprint. Mais avant ça, je souhaitais encore vous décrire un autre type de footprint qui, celui-là, est peut-être quand même beaucoup moins commun. Celui-là, j'en ai eu l'idée par moi-même. Donc je me dis que c'est certainement moins commun étant donné que je l'ai vu traîner nulle part sur le net. Mais je vais vous l'expliquer quand même, ça me fait plaisir. Donc l'autre footprint que je souhaite vous expliquer, c'est celui qu'on va appeler le delta. Donc le footprint delta, ou bien aussi appelé, je crois que dans la vidéo, je l'ai appelé une fois le footprint profile ou le footprint delta. Donc euh, appelons-le footprint delta aujourd'hui. Il me sert à quoi? Il me sert à voir de façon plus claire les zones d'absorption. Alors, vous voyez bien que sur la technique que je vous ai montrée précédemment, j'ai rajouté, mais on n'est pas obligé de le faire, hein, mais j'ai rajouté en background des volumes profile qui me permettent également d'avoir une idée des absorptions. D'accord? Mais ceci dit, c'est quand même bien plus clair sur le footprint delta qui a été construit, lui, uniquement à cet effet. Donc, c'est beaucoup plus simple et rapide de voir le phénomène d'absorption sur ce graphique-là. Alors à droite, ce que vous voyez, c'est un espèce de volume profile. Et à gauche de celui-ci, vous voyez le profil du delta qui va donc me calculer les différences entre les différentes
lignes de prix qui sont juste à droite, d'accord? Donc on prend une valeur, on soustrait à cette valeur l'autre valeur et ça nous donne le résultat qui est ici, d'accord? Ici, vous voyez par contre que on va chercher à comparer et à avoir des deltas sur les mêmes lignes de prix. Donc on ne va pas tenir en compte le fait que les liquidités sont traitées de façon diagonale. D'accord? Ça ne sera pas pris en compte parce que ici, on va chercher à voir des deltas qui sont ligne par ligne et qui ne sont pas diagonale par diagonale. Ceci dit, nous pourrions aussi analyser les deltas diagonale par diagonale, mais c'est plus ou moins ce que nous faisons par l'analyse des imbalances dans le footprint que je vous ai montré précédemment. Donc ce footprint me permet de voir comment est-ce que les défenses, donc les liquidités, se comportent face aux attaquants, donc les ordres market. C'est une classification du tape qui est relativement intéressante, mais qui pose les mêmes problématiques que le footprint classique. C'est-à-dire, comment définir quelle est la bonne valeur, à partir de combien de pourcentage un delta est-il significatif? Quelle est la bonne valeur? Est-ce qu'un delta est significatif si le delta représente 50% du volume qui a été traité à sa droite? Est-ce qu'il est significatif s'il représente 10% du volume qui a été traité à sa droite? Est-ce qu'il est significatif si il représente un grand nombre de contrats, etc., etc., etc. La question de savoir qu'est-ce qui est significatif ou qu'est-ce qui ne l'est pas ne peut venir que par une analyse statistique ou bien par empirisme et analyse expérience plus qu'analyse, plutôt expérience. Donc, je vais quand même vous expliquer vite fait le phénomène d'absorption et comment est-ce qu'on peut utiliser le footprint delta pour témoigner de ce phénomène, que sur cette ligne de prix, il y avait plus de 500 personnes qui étaient prêts à se mettre dans les liquidités, enfin 500 personnes, il y avait 500 contrats dans les liquidités qui étaient prêts à se faire exécuter sur cette ligne de prix. Alors est-ce que 500 c'est significatif? Tout dépend du contrat que vous tradez, etc. Mais par exemple sur le S&P 500, est-ce que 500 ça serait particulièrement significatif? Non, pas vraiment, mais si admettons que vous remarquez qu'il y a un endroit où il y a un mec qui commence à mettre un ordre iceberg, à faire de l'absorption, à dire que ici le prix ne passera pas plus bas et que vous voyez que vraiment le mec il rentre des contrats, il rentre des contrats, il rentre des contrats, il rentre des contrats, vous voyez le delta qui continue d'augmenter, 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 d'augmenter et le prix qui ne craque pas, ça veut dire que là il y a un mec très 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 sérieux qui a décidé que le prix ne craquera pas. Est-ce que vous devez rentrer avec lui? Est-ce que vous devez... Ça, c'est pas à moi de vous le dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un mec sérieux qui a décidé que là, il allait rentrer des contrats à ce prix et qu'il allait en rentrer une tonne. Et bien ça, vous pouvez le voir très facilement avec le footprint delta. Donc je sais qu'il y aura des gens qui seront un petit peu déçus parce qu'il n'y a pas vraiment de setup simple, clair, net, précis expliqué, mais comme dit précédemment, c'est pas le but de la vidéo. Maintenant, on va passer aux problématiques, donc la partie vraiment la plus importante de la vidéo, donc les problématiques liées au footprint. Alors, quelles sont les problématiques et les limites de ces outils que je viens de vous proposer? Alors, première problématique. Comment s'assurer de la validité d'une imbalance? C'est-à-dire, une imbalance sur un graphique peut être contredite. Je m'explique. Ce n'est pas parce que votre marché est imbalancé, par exemple, à l'achat, sur du reversal 5 ticks, que sur du reversal 20 ticks, à la même ligne de prix, vous n'êtes pas peut-être imbalancé à la vente. Alors, quelle imbalance prend la raison sur l'autre? Dans les unités de temps, on a tendance à dire oui, la plus grande unité de temps l'emporte sur la plus petite. Est-ce que là, au niveau du reversal tick, on va dire oui, plus t'as de reversal, plus ça l'emporte? Est-ce que vraiment
c'est une imbalance que tu vas avoir envie de prendre en compte, etc. Donc la problématique numéro un, ça va être est-ce que le fait que moi j'ai une imbalance qui me dise une imbalance acheteuse sur un reversal 5 ticks, est-ce qu'un mec qui a un graphique ouvert 3 minutes, est-ce qu'au même prix, lui, il n'a pas une imbalance baissière? Et donc, si oui, qui a raison? Et là, vous commencez à vous rendre compte que vous êtes tombé dans le terrier du lapin et que c'est sans fin cette histoire, d'accord? Donc, deuxième problématique, qui n'est jamais expliquée, jamais. C'est toujours, on va vous dire, oui, regardez, là, il y a une imbalance, alors là, je prends, je gratte quelques ticks, et voilà. Ça, c'est ridicule, d'accord? Donc, quand on veut vous montrer des choses sur les imbalances, en règle générale, on va vous dire, oui, regardez ici, si tu rentrais, tu pouvais gratter 4 ticks facilement. Regarde, ici, si tu rentrais, tu pouvais gratter 3 ticks facilement. Mais on ne vous parle jamais de où est le stop. Jamais, d'accord? On vous dit toujours, oui, ça a une grande probabilité de passer, parce que c'est une imbalance, machin, je sais pas quoi. Enfin, les types ont appris ça par cœur, donc ils le répètent. Mais la vérité est la suivante. La vérité, c'est que le trade a une grande chance de passer à partir du moment où il n'y a pas de stop loss et que la target, c'est 4 ticks. Peu importe où tu prends le trade, tu peux prendre des trades en décidant si tu vas être short ou long en jetant une pièce de monnaie et en choisissant pile ou face. Si ton risk-reward est aussi asymétrique que ça, c'est-à-dire tu acceptes de prendre une perte infinie pour gagner un tick ou 4 ticks, évidemment que dans l'immense majorité des cas, tu vas prendre tes 4 ticks. Donc quand on va vous dire oui, il y a 95% de chances que ça marche dans le bon sens, oui, mais c'est sûr que si au niveau du risk-reward, on est sur une asymétrie qui est à peu près du même acabit, bien évidemment que la relation, enfin que la possibilité de gagner ou de perdre, elle est évidemment corrélée à ce risk-reward. Donc c'est absolument logique et la plupart du temps, on ne prend pas ça en compte, d'accord? Donc forcément, si on accepte de prendre un drawdown infini, eh bien, forcément, le trade, il sort à chaque fois. Voilà, c'est pas nouveau, le trade sort à chaque fois si tu acceptes de prendre un drawdown infini et que tu admets que tu as une infinité de temps à attendre pour prendre 4 ticks. Autre problème, quel est le taux d'imbalance? Quel est le taux d'imbalance? Comment exécuter? Donc quel est le taux d'imbalance? Est-ce que moi je rentre à 200%? Est-ce que moi je rentre à 300%? Est-ce que moi je rentre à 400%? Est-ce que moi je rentre à 500%? Est-ce que moi je rentre à 600%? Et ça, les gens ne sont pas d'accord sur ça. D'accord? Il n'y a pas de consensus sur ça. Les gens, il n'y a pas de consensus sur ça. Donc c'est bien que on est un petit peu quand même sur des méthodes qui sont, j'ai envie de le dire, hein, relativement aléatoires. Donc l'autre problématique aussi, comment exécuter? Comment exécuter au sens quand prendre l'ordre? Parce que vous comprenez bien qu'au moment où, tant que la bougie, elle n'est pas close, la bougie dans laquelle il y a votre imbalance, tant que cette bougie, elle ne s'est pas fermée, votre imbalance, elle peut encore être modifiée. On est d'accord? Tant que la bougie n'a pas close, votre marché qui à l'heure actuelle est déséquilibré peut encore s'équilibrer avant que la bougie close. Donc est-ce que vous avez envie de rentrer au moment où c'est en train de se créer? Non. Donc vous voulez rentrer quand? Sur un retest ou bien sur la clôture de la bougie? Clôture de la bougie, je prends un ordre au market, j'estime que je peux gratter 4 ticks. Clôture de la bougie, j'attends un retracement jusqu'au prix qui m'intéressait, j'estime que je peux gagner 4 ticks. Sur tout ça, on n'est jamais clair, d'accord? On n'est jamais clair et étant donné qu'on n'est jamais clair sur tout ça, eh bien on reste dans des pratiques qui sont hasardeuses. À partir du moment où on reste dans des pratiques qui sont hasardeuses, eh bien on est sur plus du gambling que réellement du trading. De plus, encore une chose qui me semble important, c'est le caractère figé et non important de l'événement sur lequel vous tradez. Donc, je m'explique. L'événement est figé, c'est-à-dire vous ne tradez pas quelque chose qui va prendre en compte des probabilités en temps continu ou que sais-je. Vous tradez un événement qui est fixé dans le temps
et qui ne va pas bouger, d'accord? C'est-à-dire cette imbalance, elle va rester là et que le marché il prenne plus 500 points ou moins 500 points, cette imbalance, elle va rester là. D'accord? Elle va jamais se décaler, elle va jamais suivre le marché, elle ne va jamais être adaptative. Donc, c'est un point qui est fixe et figé. Et c'est un point qui est non important, parce que c'est-à-dire votre imbalance sur un reversal 5 ticks, pensez-vous vraiment que cette imbalance sur un reversal 5 ticks, dans 5 heures, les gens en auront encore quelque chose à foutre de votre imbalance sur un reversal 5 ticks et les gens vont dire ah, je suis outré, le marché n'est pas venu retracer l'imbalance que j'avais vue sur les reversal 5 ticks il y a 5 heures. Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui vont se dire ça? Non. Voilà, non, je vous le dis, ça n'existe pas. Les gens ne vont pas se dire oh bah tiens, l'imbalance là d'il y a 5h32, elle n'a pas encore été retracée sur le reversal 4 ticks,42. Là je troll, hein, ça n'existe pas 4 ticks,42, mais vous voyez ce que je veux dire. Bon bref, théoriquement vous avez compris où je voulais en venir avec ce petit moment de trolling. On va passer à la suite. Bon, on va faire une petite conclusion. Petite conclusion, c'est pas non plus le saint graal du trading, hein, mais c'est utile. Donc pourquoi est-ce que c'est utile? Parce qu'il y a plein de footprints différents. Donc c'est cool, on trouvera toujours une interprétation ou un truc à faire qui sera utile. D'accord? Ça permet de classer les liquidités exécutées de 50 milliards de façons différentes. Donc forcément qu'on trouve des choses qui sont intéressantes en classant les liquidités de façon différente à chaque fois. Et au final, on se rend compte qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. C'est logique. D'accord? Donc pour mieux comprendre ces liquidités, on peut les classer. On peut voir en classant ces liquidités et comprendre les absorptions. On peut comprendre les déséquilibres relatifs. On peut voir la dominance, donc quel side a la dominance des ordres qui sont placés au marché, ou comment les liquidités en attente sont effectivement effectuées ou non, d'accord? Donc, est-ce que les liquidités qui sont en attente tranquillement dans le carnet d'ordre, est-ce que au final elles sont vraiment exécutées? Parce que ce que on voit dans le tout simplement dans le footprint, c'est une interprétation du tape, d'accord? Le tape, ce sont les ordres qui ont été effectués. Donc, on peut comparer les ordres effectués avec les ordres qui étaient en attente. Et en comparant les ordres qui étaient effectués avec les ordres qui étaient en attente, on peut se rendre compte de personnes qui font ce qu'on appelle le phénomène du spoofing. Alors on peut également se rendre compte de façon plus simple, je vous l'accorde, hein, en ayant tout simplement une heatmap. Évidemment, il y aura un épisode sur la heatmap, ça sera peut-être le prochain épisode. Mais ça permet en tout cas de faire des choses qui sont intéressantes, de déceler également des ordres iceberg. Enfin voilà, ça permet de faire des choses qui sont sympas, mais je pense qu'il ne faut pas prendre l'outil et se dire oui, c'est un outil tout con, ça m'affiche des imbalances, donc à chaque fois que j'ai une imbalance, je gratte mon tick. Non, ça c'est vraiment si le trading était si simple que ça se saurait, tous les algorithmes seraient branchés sur ça et on le remarquerait systématiquement à chaque fois qu'il y a une imbalance, qu'il y aurait tout le monde qui prend un contrat dans le même sens, d'accord? Donc comme ce n'est pas le cas, c'est que c'est faux. Donc voilà, on n'oublie pas évidemment la problématique liée à l'exécution et toutes les problématiques que je viens de vous expliquer. Et au final, on a une idée, je pense, assez objective de ce qu'est l'outil Footprint. Voilà, alors je ne vous ai pas donné une solution miracle, mais je pense que maintenant, vous savez ce que c'est un footprint. Et vous avez peut-être même envie de faire vos propres footprints. Et si c'est le cas, eh bien c'est que moi, j'ai réussi mon pari avec cette vidéo parce que j'ai réussi à piquer votre curiosité. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, et si c'est pas le cas d'ailleurs, surtout même si c'est pas le cas, laissez un commentaire et expliquez-moi de façon argumentée pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas. Ça m'intéresse. Voilà. Et bien sûr, si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui disent oui, ça m'a plu, ça m'a aidé, ça m'est utile. Voilà, que j'ai pas l'impression de faire tout ce que je fais pour rien non plus. Bon voilà, je vous souhaite à tous bonne chance. Enfin, c'est pas vraiment de la chance, tout plutôt de la réussite. D'accord? Donc je vous souhaite la réussite. Et puis, à bientôt les amis. Ciao ciao, bon jeu à tous.